Bonjour à tous, je m'appelle Marjorie Savoie-de-Gauche, je suis ergothérapeute au CHU de la Timone à Marseille, donc dans le service du professeur Attarian, et le centre LSLA, donc sous la responsabilité de Aude-Marie Grapperon. Donc je suis seule cette année à avoir animé l'atelier ergo. Ma collègue donc, de Toulouse a eu un gros souci, enfin un souci en tout cas, donc j'espère qu'elle sera l'année prochaine. Donc le thème de l'atelier cette année donc, était autour de la compensation du membre supérieur, donc qui est quelque chose, qui est une compensation qui peut être très importante dans le cadre de notre patientèle. Pourquoi j'ai choisi ce sujet? Parce que j'ai pu en avoir une expérience pendant 5 ans en tout cas, sur le CHU de Marseille, de la Timone. Alors. Donc dans une première partie, j'ai fait un retour d'expérience et j'ai essayé de le transposer donc, à la SLA. Donc le retour d'expérience de ce protocole qui était porté par la FM Téléthon. Donc l'objectif du protocole était de rendre plus accessible la compensation du membre supérieur. Donc les patients recrutés avaient des déficits donc, du membre supérieur, voilà, des patients porteurs de myopathie. C'est donc ces essais, donc on parle de support de bras et de robot d'aide à manger. Les essais avaient lieu au cours d'HDJ dédiés. Donc au cours de ces HDJ, avec le médecin rééducateur, des bilans étaient passés pour déterminer du coup la compensation qui était nécessaire. Les essais avaient lieu au CHU avec du matériel qui était prêté par donc des fabricants et des revendeurs de matériel. Ensuite, lorsque un support de bras ou un robot d'aide à manger était donc choisi, il était essayé à domicile pendant une semaine. Et suite à ces essais en conditions écologiques, la personne pouvait se lancer dans les financements du dispositif avec un prêt relais donc, qui était possible grâce donc, à la FM Téléthon qui finançait ces supports. Donc l'expérimentation a duré de fin 2019 à juillet 2024. On a eu des retours très positifs sur nos patients, avec environ un tiers d'acquisition par rapport au nombre de patients qui ont pu les essayer. Et donc le gros bémol de cette expérimentation était sur les financements. Donc, pour transposer cette expérimentation et voir si c'était possible de préconiser ces supports de bras à nos patients SLA, j'ai essayé un peu de dresser comme un cahier des charges pour les ergos. Alors, c'est pas dans ce sens-là. Alors, voilà, des photos des supports qu'on a pu présenter à nos patients. Donc le rôle de l'ergo est donc bien sûr de récolter les doléances et les objectifs donc, du patient et ses attentes par rapport à ses supports de bras ou robots d'aide à manger, de faire des bilans afin de les orienter vers le support le plus adéquat. La difficulté principale reste l'évolutivité de la maladie. La possibilité de faire des essais, donc pas forcément possible à l'hôpital, à domicile peut-être un peu plus. Et vraiment le point le plus complexe reste le financement, ça reste des supports qui sont très onéreux. Voilà. J'ai pu récolter les témoignages de 2 patients qui se sont équipés, les témoignages sont positifs, l'aide technique est utilisée et pendant un certain temps en tout cas, voilà. Au cours de l'atelier, on a pu essayer donc, du matériel. On a une revendeur de matériel qui s'est déplacé pour l'occasion. Donc on a essayé 3 matériels différents. Donc un robot d'aide à manger, ça ressemble à ce qu'il y a là-bas en bas à gauche. Donc un support de bras qui est le supporter, donc il est représenté ici. Et les hétéros qui sont des supports de bras qu'on a vus sur les diapos d'avant. Voilà, ici. Donc, pour conclure, pour essayer de transposer ces aides techniques sur les acquisitions pour en tout cas nos patients SLA, donc le prêt de matériel reste la solution qui serait la plus prometteuse et la plus logique.
Il faut essayer de nouer des partenariats avec les revendeurs pour pouvoir proposer des essais à domicile, un accompagnement en tout cas sur ces aides. Et comme le fauteuil roulant, j'imagine, à une époque, voilà, ce ne sont pas des dispositifs qui sont vraiment très accessibles maintenant, mais on sait que des locations vont être possibles, notamment sur un dispositif qui s'appelle le Going, là, à partir du mois de juillet. Donc on peut espérer que peut-être dans quelques mois, quelques années, ces dispositifs seront plus abordables, en tout cas, à la location, voire même à l'achat. Ensuite, on a essayé de commencer à discuter sur les thématiques de l'année prochaine. Donc ma collègue de Toulouse, qui n'a pas pu être là, voulait parler des troubles cognitifs dans la SLA et commencer à dessiner une réflexion autour de l'intervention de l'ergo face à ces troubles cognitifs. On a aussi eu des demandes des ergos, des centres qui débutent d'avoir une espèce de kit de démarrage pour justement avoir un peu des outils, pouvoir répondre aux besoins des patients quand ils arrivent dans les centres. Donc c'est des choses sur lesquelles on pourrait réfléchir. Il y a 1 an et demi, donc en novembre 2023, on a pu faire un groupe de réflexion intermédiaire, donc dans les locaux de l'ARSLA, qui a été vraiment intéressant, qui nous a permis à Rennes, de mettre en place un atelier pratique sur la première matinée de la DJNA. Donc c'était vraiment quelque chose qui nous a tous marqué, qu'on a trouvé vraiment très intéressant. Donc ce serait des choses qu'on aimerait mettre en place peut-être là en novembre 2025 pour les JNA de 2026. Voilà. C'est tout. Merci. Assistante sociale au Centre SLA de Paris. Donc, on va vous présenter l'atelier service social. Donc, nous, dans le cadre de nos missions, on est amené à... Ok. On est amené à... Excusez-moi, attendez. Dans le cadre de nos missions, on est amené à constituer des dossiers MDPH avec nos patients. Et donc, pour signaler une situation d'urgence, à la MDPH, nous joignons systématiquement une circulaire qui est le numéro 97 574 du 25 août 1997. Mais on a pu observer que les résultats n'étaient pas satisfaisants par manque de personnel au sein de la MDPH. On a pu voir pendant l'atelier que certains participants n'avaient même pas connaissance de cette circulaire et d'autres ne l'utilisaient pas, privilégiant le contact direct avec la MDPH. Alors, ce qui change avec la prise en charge des patients atteints de la SLA, alors nous avons voulu évoquer la loi du 17 février 2025 qui permet désormais l'accès à tout patient atteint de la SLA, quelle que soit sa condition d'âge, de pouvoir bénéficier d'une prestation de compensation du handicap. Notre devoir donc est d'informer les patients et d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour que les patients puissent y avoir droit. On va aussi faire un point sur l'alinéa 2 qui précise la durée de traitement de la demande, à savoir que c'est censé être traité lors de la première réunion suivant la réception de la demande. Cependant, ça ne nous semble pas forcément réalisable, mais il a été proposé d'intégrer l'intelligence artificielle pour pouvoir traiter les demandes et pallier au manque de personnel. En l'absence de décret, il ne nous est pas possible de nous projeter sur l'aboutissement de cette loi toutefois. Pour rappel, la loi de 2005 prévoyait déjà cette possibilité pour tous les patients souffrant de handicap de bénéficier de cette PCH. Dans certains départements, la loi est mise en application. Pour certains autres, les dossiers ont été systématiquement refusés en l'absence de décret. Donc, nous avons réfléchi, nous nous sommes dit qu'il était de notre devoir de mettre la pression pour que les décrets voient le jour. Nous avons fait aussi un petit point sur la loi sur le droit à mourir et nous avons constaté que les patients n'en parlent pas ou se rendent en Belgique. Donc, dans la mesure où le sujet choisi n'a pas permis de recueillir suffisamment d'informations pour rédiger un écrit, nous avons invité les participants à aborder les sujets de leur choix, notamment les difficultés avec les cartes mobilité inclusion, options stationnement et invalidité. Une collègue a proposé que tous les centres rédigent un courrier unique à joindre aux demandes. Dans le même ordre, les assistants de service social pourraient rédiger des courriers à l'attention des partenaires extérieurs explicitant les différents dispositifs à solliciter.
On a également parlé de l'orientation de nos patients vers les structures adaptées type USLD ou EHPAD, qui demeure un problème en Île-de-France. À La Réunion, toutefois, il y a quelque chose qui a été mis en place, c'est les familles d'accueil. Donc il n'y a pas de ce type de structure à chercher. Et dans le Nord, ils ne font aucune demande et organisent le maintien à domicile, quelles que soient les démarches à entreprendre. La collègue du réseau Neurocentre nous rappelle qu'il est possible de solliciter le soutien à l'autonomie via la PCH pour les patients cognitifs comportementaux, quelque chose qu'on ne fait pas systématiquement et qu'on a un petit peu oublié. Une autre collègue nous a signalé que le formulaire unique de demande d'APA n'est pas adapté à la SLA. Effectivement, les questions posées induisent en erreur le patient et nous n'obtenons pas forcément les aides souhaitées. Et à l'issue de la rencontre, les collègues secrétaires sociales nous ont proposé, pour les prochaines GNA, de diviser le temps social en deux, afin que tout le monde puisse participer, qu'elle puisse avoir, elle aussi, des sujets d'actualité ou des questions pour échanger avec nous. Cette demande, bien sûr, a été validée par tous. Merci de nous avoir écoutés. Bonjour à toutes. Cette année, l'atelier infirmier se portait sur l'hypnothérapie chez les patients atteints de sclérose latérale amyotrophique. On a fait un état des lieux et voir les perspectives à venir. Donc, pour rappel, l'hypnothérapie est l'utilisation de l'hypnose à des fins thérapeutiques. Une personne sous hypnose est placée dans un état modifié de conscience entre la veille et le sommeil. Cette pratique permet de modifier les perceptions désagréables qu'a le patient liées à un soin ou à une anxiété en un moment agréable. Un tiers des centres SLA seulement pratiquent l'hypnose thérapeutique, mais beaucoup de personnels soignants sont en demande d'être formés. Pour la plupart des personnes formées, la formation a été financée par l'hôpital, mais elle a été assurée par un organisme extérieur. Les freins au développement de cette pratique sont soit le manque de temps, soit le manque de moyens, soit le manque d'espace, ou ce n'est tout simplement pas en projet au sein des centres, ou alors il y a une thérapie alternative qui existe déjà, comme le casque virtuel, la sophrologie ou la relaxation. Pour les centres qui la pratiquent, les patients expriment un ressenti positif, que ce soit lors des soins pour les ponctions lombaires, la pose de la gastrostomie par voie radiologique, l'injection de toxines botuliques, ou lors des soins relationnels pour la gestion de l'anxiété, du stress ou pendant une mise en route de VNI. Les patients rapportent un bénéfice dans 100% des cas et 80% d'entre eux redemandent une séance par la suite. Il n'y a pas de protocole de service. La demande peut être initiée par le médecin, le thérapeute ou le patient lui-même. Après ces échanges intéressants et fructueux, le retour positif des patients et l'envie croissante du personnel de se former, il ne tient qu'à nous de développer l'hypnose thérapeutique au sein des centres dans les années à venir. Bonjour. Dans l'atelier médecin, nous avons présenté les résultats préliminaires sur l'étude qui est en train de se réaliser sur l'efficacité de tofersen dans le traitement des patients SOD1 en étude en vie réelle multicentrique rétrospective en France. Donc, je vais juste présenter notre objectif principal, c'est de montrer un effet avant et après traitement. Donc, nous avons réalisé un test pour évaluer la pente de l'échelle ILS-FRS avant traitement et 12 mois après le traitement. Donc, nous avons trouvé un résultat positif car nous pouvons observer dans le graphe qu'il y a une réduction de la pente. Donc, on passe de 0,5 points par mois qui perdaient les patients au moment de la baseline à 12 mois après traitement, les patients perdent juste 0,22 points par mois. Et c'était significatif. Et à droite, on peut observer un graphe où on peut regarder chaque patient, l'évolution de chaque patient. Donc, on peut voir qu'il a une tendance vers la réduction. Donc, il reste encore des analyses à réaliser et réaliser des rapports pour la HAS. Merci.
À l'atelier médecin, on a parlé du retour sur l'utilisation du recueil complémentaire SLA, qui est disponible dans Bambara depuis octobre. Du coup, on a formé les différents centres en visio, donc 19 centres sur 22 ont été formés, 47 personnes. On a demandé au niveau de la BNDMR s'ils pouvaient nous faire un retour avec des indicateurs afin de savoir où on en était du taux de remplissage de ce recueil à 6 mois de son déploiement. Donc sur 4074 patients qui ont eu une activité durant une période du 1er octobre au 1er mai, il y a 532 recueils complémentaires qui ont été renseignés. C'est un peu hétérogène au niveau du remplissage. Certains centres n'ont pas encore commencé le remplissage, d'autres ont une dizaine ou une vingtaine de recueils complémentaires. Mais en tout cas, il y a des centres qui se dégagent, et 3 centres notamment, avec 63, 68 et 136 recueils complémentaires. Au niveau du remplissage, les items du bilan initial sont complétés dans plus de 75% des cas. Avec le score total de l'ALS-FRS-R qui est complété dans 68,4% des cas, et le degré de certitude est rendu dans 63,9% des cas. En parallèle, on avait également fait une enquête auprès des utilisateurs. Nous avons envoyé donc un questionnaire de 10 questions aux 22 centres. 15 centres ont complété le questionnaire. Donc on avait posé diverses questions. Ce qu'il en ressort, c'est que 33% des centres ont commencé la saisie, mais elle n'est pas encore réalisée en routine. Au niveau des personnes qui complètent le recueil complémentaire, donc il y a, dans 47% des cas, ce sont les ARC qui le complètent. Dans 20% des cas, ce sont les médecins. Et sinon, il y a des binômes, donc 20% de binômes médecins ARC, 7% de binômes médecins IDE et 7% de binômes médecins secrétaire médical. Concernant leur retour, 47% des centres, des 15 centres qui ont répondu, trouvent que c'est chronophage, et 40% trouvent que ce recueil complémentaire est utile au suivi des patients, et 87% trouvent que c'est utile pour identifier les patients qui sont en errance ou en impasse. Concernant les difficultés qu'ils ont rencontrées, donc par rapport au fait que le recueil complémentaire, c'est quand même chronophage au niveau de leur activité. Donc c'est vrai qu'il y a aussi des centres qui ont d'autres bases de recherche à compléter. Donc la multiplicité des bases ainsi que les données à compléter, c'est un peu compliqué pour eux. Il y a également des difficultés concernant les données qui ne peuvent pas être identifiées comme non faites. C'est-à-dire que certains examens cliniques ou certains items ne peuvent pas être cochés comme non faits, donc ils restent incomplétés. Donc voilà, au niveau de notre action, nous allons voir avec la BNDMR s'il est possible de rajouter pour ces items-là une case à cocher non fait, dans ce cas-là. Et puis il y a également une proposition qui a été faite, puisque au niveau de la réponse automatique de la classification et du degré de certitude, selon les données qui sont saisies dans le recueil complémentaire, il y a parfois nécessité de recopier des résultats d'examen clinique qui ont été réalisés précédemment pour avoir toujours la bonne réponse automatique. Et recopier des résultats, ce n'est pas forcément la meilleure solution. Donc on propose au niveau de la partie éléments du diagnostic, de rajouter l'item « Existe-t-il une modification des données de l'examen clinique par rapport à l'examen précédent ?» ce qui permettrait de ne pas avoir à recopier des examens qui permettent justement cette réponse automatique. Merci. Merci Aurélie. Alors, il y a eu 27 participants, dont majoritairement des orthophonistes et des diététiciennes, médecins, infirmières et assistantes sociales. On a commencé par un brainstorming, donc sous forme de petits groupes, et le but c'était d'échanger sur les différentes pratiques dans les centres SLA à propos d'un ETP post-gastrostomie, et généralement vers J2, J3. Voilà. Donc en fait, on s'est concentré particulièrement à la séance initiale que vous voyez au point 2, donc à partir de J2 en post-gastrostomie.
Et donc on a montré clairement comment se déroulait un ETP devant le public pour avoir un petit peu le retour de notre modèle d'ETP à nous et éventuellement un échange avec les personnes qui pratiquent ce type d'ETP dans leur centre. Je ne sais pas si je développe plus que ça. C'est bon ? Vous avez le droit. On a le temps ? Oui, si ça ne dure pas un quart Non, d'heure. ça va. Donc en fait, on a mimé un scénario avec la diététicienne ou l'orthophoniste et le patient. Et en fait, on a créé du matériel avec un système de cartes pour lesquelles le patient répond juste, enfin c'est binaire comme réponse, oui, non ou vrai, faux. Il peut répondre juste en faisant comme ça, ou juste avec un mouvement de tête, où on a posé des questions pour s'assurer de la bonne compréhension de ce que c'était que la gastrostomie. Et le contenu de notre ETP est principalement nutritionnel, sachant qu'au sein des ETP gastrostomie, il y a d'autres ETP, notamment un ETP fait par l'infirmière sur plutôt l'utilisation du matériel de gastrostomie, etc. Le nôtre est vraiment principalement axé sur les aspects nutritionnels. Voilà. Donc en fait, on a vraiment scénarisé exactement la situation de comment on la pratique avec les patients. Et donc, à l'issue de cette mise en situation, on a pu extraire plusieurs axes de réflexion pour justement faire évoluer aussi notre pratique de l'ETP qui est relativement récente. On a eu quelques observations qui sont revenues notamment sur la forme du discours. Donc Nathalie parlait de la forme binaire du vrai-faux. Donc ça, c'est vrai qu'on nous a dit que voilà, on avait une tendance à utiliser des questions du coup exclusivement fermées, ce qui pouvait limiter la prise en compte de la singularité du patient, éventuellement de sa réflexion, de ses questions. Aussi, on s'exposait à un risque de discours orienté vers l'acceptation de la gastrostomie. Donc ça concerne plus le bilan en fait qu'on fait avec le patient, diététicienne, orthophoniste ou parfois en binôme. Ça, on le fait quand on voit le patient souvent en hôpital de jour. Et donc, on aborde voilà, la question de la gastrostomie. Et c'est vrai que voilà, on peut être... voilà, l'ETP a pour vocation de laisser justement le patient être acteur de sa prise en charge et complètement décisionnaire. Donc voilà, c'était un petit point de vigilance par rapport à ça. Il y a eu des propositions aussi pour faire évoluer donc cette pratique au sein de notre centre, notamment à propos du contenu. Donc nous, on utilise un matériel sous forme de cartes illustrées. Et jusqu'à présent, donc, on n'avait pas de support autour de la notion du prestataire. C'était des notions qu'on abordait exclusivement à l'oral. Donc il pourrait être intéressant d'ajouter, de développer notamment le lien entre la ville et l'hôpital, la gestion du matériel, de la livraison notamment des poches et aussi voilà, ce qui concerne la surveillance pondérale, comment ça se passe avec le prestataire. Merci. Bonjour à tous. Alors on vous propose de vous faire la restitution de l'atelier recherche clinique. Donc à mes côtés, Nadia Haussmann, qui est chef de projet au sein du Centre SLA de Paris, et moi-même, Alizée Chalençon, chef de projet au réseau Act for ALS MND, qui est donc le réseau accès recherche clinique de la filière. Alors, l'atelier de cette année s'est placé dans la continuité directe de l'atelier des GNA de l'année dernière, dont l'objectif était d'amorcer une réflexion sur la façon d'harmoniser les relations entre le promoteur, les CRO, les attachés de recherche clinique et infirmières de recherche clinique, on inclut tout le personnel effectivement derrière cette dénomination, et le patient et ses aidants.
Alors, l'idée était de placer l'ARC et les IRC à l'interface de tous les interlocuteurs avec lesquels ils sont amenés à interagir, côté investigation et promotion. Et on a décidé cette année d'approfondir le côté promotion. Et l'idée était justement de mettre en lumière les problématiques principales pour essayer de réfléchir à des propositions, à des solutions à mettre au regard. Alors, les principales sont évoquées à l'écran, donc une méconnaissance ressentie de la pathologie côté promoteur, une incompatibilité entre la conception des protocoles et la réalité sur le terrain, et un déséquilibre entre les exigences des promoteurs vers les centres investigateurs comparativement à l'inverse. Et donc l'idée générale, c'est que l'harmonisation du coup de ces relations devait passer par une harmonisation des pratiques à l'échelle des centres du réseau. Alors l'harmonisation, effectivement, c'est une notion, on parlait tout à l'heure de vœux pieux, on espère ne pas avoir à solliciter l'intervention divine, mais effectivement, un petit coup de pouce ne serait pas de refus dans ce cas. On a donc réfléchi à un outil qui pourrait prendre la forme d'une charte, du coup, dont l'intitulé finalement et le contenu restent à définir. Et donc cette année, on s'est lancé dans un sondage qui a donc trouvé réponse dans la majorité des centres SLA qu'on a sollicités. Et donc on a eu la chance d'avoir 13 représentants, 13 centres hier avec nous en atelier. 22 participants étaient présents pour représenter les 22 centres SLA français. Et donc l'issue du sondage nous a permis de déterminer les principaux axes qu'on aimerait du coup intégrer dans cette charte, qui à ce stade est juste une amorce de réflexion qu'on voudrait justement soumettre aux responsables de centres pour validation, bien entendu, et une potentielle généralisation à l'ensemble des centres, puisque dans certains d'entre eux, certaines procédures sont déjà mises en place avec succès, dans d'autres, elles sont en cours de réflexion. Donc on aimerait justement pooler tous ces efforts qui sont effectués localement avec justement l'intérêt du réseau pour porter une voix commune. Et donc, les problématiques qu'on a pu mettre en évidence nous ont permis de répartir les participants dans 4 groupes. Et donc, je laisse du coup la parole à Nadia pour vous en faire le détail. Alors, du coup, le groupe 1 s'est concentré sur les difficultés qui étaient liées aux plateformes, donc que ce soit pour les connexions au CRF, à l'IVRS ou les plateformes de remboursement transport, et à l'utilisation des tablettes, puisque le promoteur demande de plus en plus à ce que le centre et les patients utilisent des tablettes pour des autoquestionnaires, des questionnaires ou des échelles médicales, ce qui met souvent en difficulté les centres de par des problèmes de réseau à l'hôpital ou encore le patient qui n'arrive pas à se connecter sur la tablette. Donc le groupe 2 était plutôt axé sur tout ce qui était renvoi du matériel, donc en fin d'études, donc la spirométrie, les consommables, les seringues, les kits. Le promoteur peut souvent se décharger de cette partie-là, ce qui met aussi en difficulté les centres, puisque par manque de place ou pour une histoire de coût, puisque c'est à la décharge de l'hôpital. Donc, il y a eu ensuite un groupe 3 qui s'est concentré sur l'identification des points de contact, sur les problèmes qui étaient... On ne sait pas toujours à qui s'adresser et quand on croit savoir vers qui s'adresser, on nous réoriente vers quelqu'un d'autre. Donc, ce n'est pas toujours évident puisqu'il y a plusieurs plateformes, plusieurs contacts. Et le groupe 4 qui est lié aux problématiques, au temps que peut mettre l'activation des sites, donc lié à tout ce qui est certification, envoi du matériel qui n'est pas toujours au bon endroit, ou voilà, ces petites choses-là. Donc, ce que le groupe 1 a suggéré était, pour donc, du coup, les difficultés liées aux plateformes, peut-être éventuellement voir si ce serait possible, peut-être un partenariat entre le promoteur et le taxi, ce qui pourrait faciliter peut-être les trajets des patients. Essayer de cadrer les délais de remboursement qui sont trop souvent trop longs. Au niveau de l'utilisation des tablettes, on a peut-être pensé à un accès aux patients à une maintenance qui pourrait les aider quand ils ont du mal à se connecter ou quand ils n'y arrivent pas. Pouvoir avoir aussi la possibilité d'avoir un questionnaire papier en deuxième choix, si c'est possible.
et pouvoir utiliser le matériel avant la mise en place, ce qui n'est pas toujours le cas, où on teste un peu, on a tendance à tester le matériel au moment du premier inclus. Donc c'est pas toujours évident, voir si c'est possible du coup de se former au matériel avant la mise en place. Concernant le groupe 2 pour les problèmes liés au renvoi du matériel, on a pensé à une annexe de prêt de matériel dans la convention unique et prévoir aussi une ligne de forfait de destruction dans la convention unique. Et pour le groupe 3 sur l'identification des points de contact, avoir bien en amont de la mise en place un tableau avec un registre des coordonnées du personnel vers qui se tourner, avec les backups, et que ce soit bien défini, donc leur rôle, leur fonction, leur contact, et voir aussi si peut-être mettre un contact sur une adresse mail générique du promoteur pour qu'on puisse être sûr d'avoir un retour. Et la dernière partie sur le groupe 4, du coup, a pensé à une checklist avant la mise en place, donc, qui permettrait de valider du coup, la validité des certifications, s'assurer que le matériel est bien envoyé au bon endroit, que les accès CRF, IVRS soient bien envoyés avant la mise en place, et d'avoir des délais d'envoi cohérents, puisque c'est vrai que parfois les kits sont envoyés bien en amont de la mise en place et du coup périment très rapidement après la mise en place. Donc veillez à ça. Voilà, merci à tous les centres pour ce travail. Bonjour à tous et à toutes. Donc je suis Christophe Coupé, psychologue au réseau SLA Île-de-France et au centre SLA de Paris. Mes deux collègues qui ont co-animé l'atelier avec moi, donc Sandra de Montpellier et Carole de Marseille, s'excusent qu'elles ont dû reprendre leur train un petit peu plus tôt que prévu. Donc je fais cette présentation en leur nom également. Alors, le thème de cet atelier était le suivant. Donc, on souhaitait faire le point sur les 20 dernières années, donc de 2005 à 2025, en essayant de voir quelles étaient les pratiques des psychologues au sein des centres SLA, des réseaux de coordination et des structures associées. Et donc, bien évidemment, pour pouvoir faire ce recensement, il fallait déjà s'assurer de quels collègues étaient en place dans les différents centres. Donc, il y a eu un gros travail de recensement de ces psychologues et finalement, nous nous sommes aperçus que beaucoup de collègues étaient partis depuis 4 ou 5 ans sans qu'on en ait forcément informés. Donc, on recevait des mails qui n'étaient plus valides. Donc, il y a ce travail qui s'est fait dans un premier temps pendant plusieurs mois et ça a permis d'identifier l'ensemble des collègues exerçant dans les 22 centres SLA, les réseaux de coordination que l'on connaît et quelques structures associées. Alors, à noter que, étrangement, apparemment au centre SLA de Brest, il n'y a pas de poste de psychologue, ou alors en tout cas on n'a pas réussi à identifier. Alors si vous avez une information contraire, nous sommes preneurs. Et je crois également qu'Alexandra Meugel, qui exerçait à Dijon, n'est plus en poste et je ne sais pas si elle était remplacée. En tout cas, on n'a pas réussi à avoir cette information. Donc une fois qu'on a réussi à identifier l'ensemble de ces professionnels, j'ai constitué un tableau pour essayer d'évaluer quels étaient les domaines d'intervention principaux de chacun. Donc je présenterai ça sur la deuxième diapositive et voir un petit peu les moyens mis à disposition pour les patients et leurs familles. Et dans un deuxième temps, au sein de l'atelier, on a essayé de se calquer un petit peu sur le thème général au niveau de l'impact des médias et des réseaux sociaux sur la représentation de la SLA. Et donc, on a beaucoup échangé sur les répercussions de la médiatisation sur la post-annonce diagnostique et les enjeux psychiques qui en découlaient, puisqu'on s'est aperçu qu'il y a encore quelques années, la plupart des patients dont le diagnostic était posé, soit ne connaissaient pas du tout la SLA, soit avaient une approche très, très succincte. Mais c'est vrai que depuis les prises de parole récurrentes de certains patients qui très présents dans les plateaux télé, publiant des livres sur les réseaux sociaux, il y a une image de la maladie qui s'est un petit peu modifiée et donc cette maladie est beaucoup plus connue.
Donc ça change un petit peu l'approche dans la prise en charge des patients. Nous avons essayé également de voir la question des analyses de pratique des équipes des centres et la difficulté de mise en place de ces pratiques, puisque ce n'est jamais évident d'avoir un collègue extérieur à l'équipe qui peut venir pour échanger avec nous. C'est pas très facile à mettre en place. Certains collègues ont évoqué la question des groupes de patients, des groupes des aidants. Alors sachant que après en avoir discuté, on s'aperçoit que finalement les associations dont la RSLA propose beaucoup de groupes finalement dans des lieux extérieurs aux hôpitaux, et c'est peut-être, en tout cas pour les aidants, la meilleure modalité. La question du suivi de la réorientation a été également évoquée. La prise en charge des enfants pour les patients les plus jeunes et qui ont des enfants en bas âge, et selon quelle modalité. Nous étions tous mis d'accord sur le fait que depuis la période Covid, il y a une difficulté accrue pour l'orientation et la prise en charge psychologique des patients en ville. C'est-à-dire qu'auparavant, ce n'était pas forcément très difficile de pouvoir orienter un patient vers un psychologue, avec même des possibilités de prise en charge à domicile. Mais depuis quelque temps, c'est de plus en plus compliqué en fait de trouver déjà un psychologue qui soit disponible, et encore plus pour des visites à domicile, puisqu'il y a beaucoup de prises en charge en visio qui se sont développées pendant cette période Covid. Donc ça peut représenter une ressource, mais qui n'est pas toujours bien vécu par les patients. Alors, juste quelques chiffres pour montrer un petit peu les domaines d'intervention de la plupart des psychologues. Donc, on est parti sur la base de 22 centres, mais sachant qu'il nous manque les données de 3 centres, en fait. Donc, les 2 centres que j'ai cités par problème d'identification d'un psychologue en place, et une collègue qui n'a pas répondu. Donc on s'aperçoit que les consultations de retour d'annonce sont proposées dans 17 centres, donc c'est quand même un chiffre très satisfaisant. Les consultations multidisciplinaires sont également proposées dans 15 centres. Le suivi de patients et des proches est proposé dans 19 centres sur 22. Les entretiens d'hospitalisation, ça va de soi aussi, 19 centres sur 22 le proposent. Les bilans neuropsychologiques sont proposés par 8 collègues, mais qui sont elles-mêmes neuropsychologues, donc du coup c'est vrai que c'est logique. Il n'y a que 4 groupes de parole, mais c'est aussi logique dans la mesure où ces groupes de parole sont proposés par les associations et souvent en dehors de l'hôpital. 13 collègues proposent des accompagnements de fin de vie en parallèle des équipes de soins palliatifs. Et 8 collègues participent à des recherches soit purement psychologiques, soit transversales. Et donc il y a une catégorie autre qui regroupe par exemple de l'enseignement, de l'éducation thérapeutique, donc qui peut concerner par exemple la gastrostomie, la mise en route de VNI, et puis des projets divers et variés. Voilà, pour conclure, le recensement de l'ensemble des psychologues a permis de faire un état des lieux et surtout de faire son actualisation. Donc, ce qui va permettre de pouvoir échanger et de communiquer beaucoup plus facilement entre nous et d'identifier rapidement les ressources disponibles dans chaque région. Donc, c'est très utile, par exemple, lorsqu'un patient décide de déménager, d'aller s'installer en province ou au contraire de se rapprocher de sa famille en région parisienne, où là, les transferts de prise en charge, quand le collègue ou la collègue est identifiée, se fait de manière beaucoup plus fluide. Globalement, on a vu que la majorité des centres SLA et des autres structures disposent de bons moyens pour répondre à l'ensemble des besoins, et donc il était important de mieux les identifier, et il sera nécessaire bien évidemment de les réactualiser régulièrement de façon à ce que ça reste opérationnel, et l'objectif principal étant bien sûr de consolider les liens transversaux et de pouvoir être le plus efficace possible pour les patients et les familles. Je vous remercie. Bonjour à tous. Du coup, nous, on va vous présenter un petit peu le retour de notre atelier. On a décidé de se concentrer surtout sur la formation et la communication avec les kinés libéraux, puisque c'est une problématique qu'on retrouve beaucoup, comme disait Cédric ce matin. Voilà, donc on a fait... Tu passes les trucs ou pas ? C'est dans l'autre sens, ouais. Donc,
Ça, le questionnaire, c'est ce qu'on a parlé ce matin, donc on passe un peu plus vite. Là, pendant l'atelier, vas-y. 18 participants. Ah oui, pardon. On a surtout analysé les résultats parce que le questionnaire est un peu plus exhaustif que les 4 données que j'ai données ce matin. Donc c'était un peu plus exhaustif, on a un peu tout analysé. Et on a eu de retour d'expérience sur un retour d'expérience des différents kinés des centres avec les collègues libéraux, comment ils fonctionnent. Et on est arrivé aux conclusions suivantes pour les perspectives d'avenir. On aimerait monter une étude sur tous les kinés des centres SLA. On va essayer de faire un questionnaire assez simple pour voir la part de patients qui n'ont pas accès à la kinésithérapie, pour voir qu'est-ce que ça représente sur l'ensemble du territoire. Donc le but, ce serait que chaque kiné interroge sa file active de patients dans son centre. On espère pouvoir produire le questionnaire d'ici la fin de l'année pour pouvoir faire sur un an. On pense qu'on touchera l'ensemble des patients. On aimerait aussi faire un document pratique, je l'ai dans le sac là en fait, parce que j'ai reçu dans mon cabinet, parce que j'ai aussi une activité libérale. Biogène a fait quelque chose, mais pour la SMA ou pour d'autres maladies, un livret assez facile pour la prise en charge des patients. On aimerait essayer de se rapprocher pour essayer de faire quelque chose dans le même genre pour envoyer chez les kinés libéraux. Et on aimerait monter un programme de formation, peut-être premièrement en forme de webinaire, ça on aura besoin de la filière sûrement, pour pouvoir avoir accès à nos collègues libéraux, parce qu'on avait vu que quand même une bonne partie n'avait eu aucune formation sur la SLA. C'est déjà pas mal, ouais. Ouais. En ce qui concerne la communication avec les kinés libéraux, c'est vrai que beaucoup de kinés libéraux ont rapporté qu'ils aimeraient avoir plus de contact avec les kinés des centres, mais qu'ils ne savent pas vraiment comment rentrer en contact avec nous. On s'est dit que ce serait peut-être pertinent de mettre sur les ordonnances directement notre contact, puisque avec les comptes rendus d'hospitalisation, les patients ne leur donnent pas forcément ou les kinés ne les lisent pas forcément. Et peut-être que si ça figurait directement sur l'ordonnance, ce serait plus pratique pour eux d'avoir un moyen de communication direct. C'est ce qui se passe déjà chez notre collègue je crois que c'est Strasbourg qui fait ça, et du coup ça donne, on est sûr que c'est un document qui n'est pas perdu par le kiné, vu que sinon il ne peut pas travailler, et voilà. Et après, je ne sais pas s'il reste encore des kinés dans la salle, on a décidé de faire aussi un WhatsApp pour tous les kinés, pour communiquer plus facilement que par mail où c'est souvent la galère. Donc s'il y a des kinés qui n'ont pas encore, vous avez juste à flasher le QR code, sinon pour ceux qui sont déjà partis, on l'enverra pour flasher le QR code pour rejoindre le groupe. Et voilà. Voilà. Merci. Donc rebonjour, donc Nathalie Lévesque, orthophoniste. Stéphane Barbier, ergothérapeute à Angers. Voilà, donc on voulait vous faire part du contenu de l'atelier sur la recherche paramédicale au travers de 2 expériences. Donc retour d'expérience de toutes les 2, donc depuis le parcours en cours sur un projet d'étude en ergothérapie sur l'intérêt de l'imprimante 3D, pardon, et puis sur l'expérience réussie d'un projet de recherche, donc d'une investigatrice principale non médicale en orthophonie sur l'identification des marqueurs acoustiques dans les dysarthries, dans différents types de maladies du motoneurone. Donc voilà, notre message lors de cet atelier était que pour les paramédicaux, c'est tout à fait possible de mener à bien un projet d'étude, que ce soit dans un cursus universitaire ou non. Ce qu'on a pu remarquer, c'est qu'il y a de plus en plus de paramédicaux qui ont un intérêt, qui ont vraiment envie et qui ont de très très bonnes idées justement pour développer des projets d'études. Et pourquoi je me retrouve là, moi ? Attends, pardon. Excusez-moi, mais je crois que j'ai... Non, c'est bon. C'est bon. Et donc, l'idée de ces projets d'études, c'est d'améliorer nos pratiques. Et on se rend compte effectivement que le fait de mener à bien comme ça des projets de recherche alimente notre clinique, et notre clinique alimente notre recherche et nos connaissances, bien sûr. L'idée étant, voilà, comme toute recherche, d'apporter notre petite brique à l'édifice de la recherche. Alors l'idée de l'atelier, c'était de montrer que c'est possible. On a essayé de rassurer le public pour dire que voilà, on peut le faire.
et que nous ne sommes pas seuls, nous sommes accompagnés dans cette démarche. Donc voilà, on a essayé de rassurer, je ne sais pas si on a réussi dans notre mission. Et un petit peu ce qui est sorti au niveau des échanges. Ce qui est important de noter, c'est que depuis 2019, il y a 2 sections qui sont apparues au CNU. La 91 sur les professionnels de la rééducation et de la réadaptation et la 92 pour les infirmières. Donc je pense que c'est une manière aussi de valoriser nos actions et notre travail et le temps passé. Ce qui a été beaucoup relevé au niveau des difficultés, c'est que nous, on a de la chance d'être dans des CHU où il y a des professionnels présents pour nous aider à monter ces projets de recherche, ce qui pouvait être plus difficile dans des structures non hospitalières, les médico-sociaux, SAVS, MAS, femmes, ainsi que les libéraux. Et il y a quelques personnes qui nous ont monté aussi qu'il y avait des patients, parfois, qui avaient envie de lancer des projets, des idées, et on se retrouvait, on ne savait pas trop vers qui les orienter. Voilà, avec de bonnes idées de matériel, par exemple. Et voilà. Et que malgré tout, malgré ce qu'on a essayé de faire pendant cet atelier, il y a encore des représentations, je dirais pas négatives, mais des représentations fortes, comme quoi ça fait encore peur. Et on pense que l'important, c'est de continuer à sensibiliser au maximum et répéter, c'est possible de le faire. Voilà, c'est possible. Donc rebonjour à tous. Donc je représente les 4 personnes qui ont encadré cet atelier qui explorait toutes les possibilités de lien entre l'hôpital qui se déplace au domicile. Donc tout d'abord l'expérience des 2 coordonnatrices en santé de la région Auvergne-Rhône-Alpes, très positive, extrêmement positive. Émilien nous a dit que déjà 100 patients ont été pris en charge en 6 mois. Les 2 coordonnatrices de santé sont devenues totalement indispensables pour le fonctionnement du centre SLA. Et donc, ils ont vraiment l'objectif de poursuivre l'expérimentation un peu plus longuement et étudier comment déployer tout ça à l'ensemble de la métropole et des autres centres hors métropole. On a aussi eu l'expérience de l'équipe mobile NeuroRare qui est différente. Là, ce ne sont pas 2 personnes coordonnatrices qui vont coordonner les différents intervenants au domicile du patient, mais une équipe qui réellement peut réaliser des actes. Ils ont expliqué qu'ils étaient capables de changer un bouton de gastrostomie, qui font réellement des actes, des bilans sanguins, etc., des mesures de saturation ou des mesures même de spirométrie. Elles interviennent aussi pour mettre en place les téléconsultations médicales ou paramédicales en palliant à l'aléa technique, en apportant l'ordinateur, la connexion Internet, etc. Et elles préparent la téléconsultation en amont avec le patient pour bien identifier ce qui devra être demandé. Donc ça, c'est extrêmement utile. Et elles considèrent que leur intervention est quasiment une hospitalisation de jour à domicile. Donc vraiment, c'est le vrai déplacement là de la pluridisciplinarité qu'apportent les équipes dans les centres hospitaliers au domicile. Donc elles sont extrêmement satisfaites. On n'a pas pu encore bien travailler sur l'évaluation du nombre de personnels qui serait nécessaire pour un bassin de vie, étant donné que les déplacements sont chronophages. Mais je pense que c'est une expérience qui mérite d'être soulevée et éventuellement d'être étudiée ailleurs. Et enfin, l'expérience qui est partie du centre que je coordonne, celui de Lille. Alors, nous avions mis en place des téléconsultations pendant la période Covid grâce à l'ouverture de le centre hospitalier de Lille aux téléconsultations. Donc, c'est un projet qu'on avait maturé depuis très longtemps, qui visait à offrir aux patients les plus éloignés, qui ne se déplacent plus du tout parce que sont beaucoup trop malades, la possibilité de maintenir le lien avec le centre SLA. Et mon objectif du point de vue médical était d'accompagner cette période très critique qui est la fin de vie pour éviter des hospitalisations inutiles et donner accès à une qualité de fin de vie. Donc une équipe de recherche en éthique clinique, celle du professeur Alain Loutre, s'est penchée sur la question d'explorer les questions que j'avais sur cette modalité. Et ils ont donc missionné une doctorante en philosophie, qui est maintenant, à mon avis, docteur, Irène Labbé-Lavigne, pour explorer les enjeux de ces téléconsultations. Ça a été très long, interview qualitative de patients, d'aidants, de professionnels de santé SLA, et une dernière réunion où sont intervenus des représentants de malades et d'aidants missionnés par l'ARSLA. Donc ça a été très riche. On en a retenu que
Finalement, la téléconsultation ne fait pas intrusion dans le domicile des patients. Elle ne vient pas déplacer le lieu de la consultation finalement. Elle reconfigure différemment la relation médecin-malade et la relation de soins, en mettant en ouverture la nécessité d'une attention aux aidants et d'un accompagnement des aidants, et de déployer une approche multidisciplinaire à domicile. Il est ressorti aussi, surtout de la dernière réunion avec les représentants de patients et malades de l'ARSLA, que cette téléconsultation devait être prévue aussi après les annonces graves, car de nombreuses questions émergent bien souvent après, et même après la consultation de post-annonce. Donc les patients sont extrêmement favorables à cette modalité de suivi, mais il s'agissait de patients en phase avancée, et donc pour eux c'était la pénibilité contre le confort, que finalement on a accès à d'autres informations beaucoup plus pertinentes parce que les patients sont reposés, sont moins stressés, et donc discutent beaucoup plus ouvertement de leurs problématiques, et en particulier cette modalité est très favorable aux discussions difficiles sur le projet thérapeutique, la planification anticipée de prise en charge, les directives anticipées, etc. Donc il va falloir trouver une place pour les dents et évidemment repenser la téléconsultation dans le maillage de proximité avec une place importante que prend alors le médecin traitant ou le médecin coordonnateur de l'HAD. Voilà, donc c'est une modalité supplémentaire, complémentaire, qui ne doit absolument pas se substituer aux suivis médicaux habituels, mais qui trouve sa place après des annonces graves et dans les phases avancées de la pathologie. Reste à faire un travail d'efficacité quant à la prévention des hospitalisations inutiles et la qualité de fin de vie. Je vous remercie. Tout d'abord, merci beaucoup de nous accueillir, puisque ça fait maintenant 3 ans que nous n'avions pas d'atelier destiné à exposer un petit peu notre prise en charge au niveau des réseaux de santé et des réseaux de santé experts pour la SLA. Donc on a choisi tout d'abord dans notre atelier de faire un très bref historique sur ce que sont les réseaux de santé. Nous sommes partis du début, c'est-à-dire de Monsieur Méninger, qui a permis la reconnaissance des centres experts pour sa part, avec le premier centre expert de la Pitié-Salpêtrière en 1990 et la reconnaissance de 17 centres experts en 2002. Et en fait, on a voulu souligner simplement une co-construction entre les centres et les réseaux, alors qu'en fait, c'est un petit peu maintenant oublié, nous semble-t-il. Parce qu'il faut savoir qu'en 2002, la loi dite Juppé, qui a commencé à définir les réseaux de santé dans leur ensemble, est arrivée à peu près conjointement à ces réunions et a permis de financer des projets de réseaux de santé qui avaient pour objet de favoriser l'accès aux soins, la coordination, la continuité des prises en charge et notamment des publics les plus fragiles. De ce fait... Non. Ah oui, c'est de l'autre côté. Voilà. De ce fait, eh bien, finalement, il faut retenir quand même que les centres et les réseaux, à la base, c'est une co-construction et que ce n'est pas quelque chose, quand on parle de coordination ville-hôpital aujourd'hui, pas forcément de nouveau, d'innovant, puisqu'elle existe déjà depuis un moment pour un certain nombre de régions. Et notamment, ma collègue Dominique Lardillet, qui est partie, qui est responsable médecin coordinateur du réseau SLA PACA. Ça a été le premier réseau SLA expert dans la prise en charge des patients atteints de SLA qui a été créé en 2001, donc cela fait maintenant 24 ans. Et je vous ai mis la photo de monsieur Jean Pouget, qui a été celui qui a mis en place le premier réseau. Et comme je vous l'ai mis, pourquoi la plus-value d'un réseau accolé à un centre SLA en fait? Quelle a été la démarche à ce moment-là? Il résultait d'un constat double qui était établi par la majorité des intervenants investis dans la prise en charge des malades atteints de SLA en ville notamment. D'une part en dépit des moyens médicaux et paramédicaux, il y avait un manque de coordination, c'est-à-dire les centres SLA offraient un lieu d'accueil, d'expertise, de suivi, de multidisciplinarité. Les problématiques, en fait, n'étaient pas résolues pour ce qui concernait le suivi en ville et la coordination des différents acteurs de santé en ville.
Et il était noté que l'absence de coordination des soins, couplée à la méconnaissance de la maladie, puisque tous ces intervenants de ville n'avaient aucune connaissance de la pathologie, donc encore moins son expertise, avaient besoin d'aide. Donc les patients, les familles, les intervenants de ville, malgré la prise en charge d'excellence des centres SLA, exprimaient une impression d'isolement. Et il a été pour nous, pour les personnes qui ont fait les premiers réseaux, une évidence qu'il fallait créer des équipes dédiées aux liens vers la ville, à ce que toute cette expertise déployée dans les centres puisse s'exporter à l'extérieur de l'hôpital. De ce fait, les objectifs premiers des réseaux SLA, puisque maintenant nous avons la chance d'être 4 réseaux SLA, qui ne sont pas récents, comme vous pouvez le voir. Le premier, donc, le réseau SLA PACA en 2001, le réseau SLA Île-de-France, que je représente en 2005. Le réseau Neurocentre a pris l'expertise SLA en 2009. Et le réseau Neurocep Auvergne en 2011. Notre objectif, il est de faciliter la prise en charge globale des patients sur le plan sanitaire et social au domicile. Donc on a entendu beaucoup de présentations où était évoqué le lien vers la ville au travers de différentes expériences à venir ou en place ou en expérimentation, comme les coordinatrices en santé ARSLA, dont on a entendu parler, beaucoup d'interventions de paramédicaux qui essayent de trouver des solutions pour établir des liens vers la ville. C'est un travail que nous menons depuis longtemps. Donc le aller vers le domicile est un de nos credos depuis le début. Notre rôle est d'assurer la coordination vers les différents intervenants pour optimiser la continuité des soins, notamment décidés à l'hôpital. Et surtout une grosse activité de formation des professionnels de ville à la pathologie pour qu'ils se sentent plus aguerris, plus à l'aise, plus expérimentés au fur et à mesure des situations qui leur sont présentées. Et puis surtout, notre plus-value, même par rapport à d'autres structures de coordination de ville, qui n'ont pas l'expertise de la pathologie, c'est de pouvoir offrir notre expérience et notre expertise aux intervenants de ville et aux patients lorsqu'ils sont à domicile. Donc la deuxième partie de l'atelier a été sur une base d'interaction, de se mettre d'accord en fait sur des concepts qui du coup faisaient l'objet de faire un focus sur certaines de nos missions qu'a décrit Valérie juste avant. Donc on s'est mis d'accord sur 3 concepts qui sont la coordination de parcours, l'animation territoriale et le partenariat. Donc je ne vais pas vous relire les définitions, mais donc, du coup ça peut servir de base pour la filière ou pour des travaux, des projets qui pourront être menés. Non, on a c'est le même diapo. Ouais. On a fait aussi un petit recensement de toutes les équipes avec qui on peut mener des partenariats que vous devez bien connaître, donc les HAD, les dispositifs d'appui à la coordination, bon, tous les acronymes que l'on peut utiliser, les MDPH, l'APA, les SAMSA, les SAVS. Et puis, on a déterminé un petit peu les préalables, les leviers, et puis les questionnements en fait sur et les limites de ces partenariats. Donc, les préalables, c'est d'avoir une bonne connaissance du territoire et aller à la rencontre des dispositifs, donc en stratégie et en opérationnel, de développer une bonne communication et une relation de confiance. Les leviers, on en parle depuis hier, c'est le lien ville-hôpital, via des sensibilisations, des formations, un travail commun sur un projet et puis cette notion de coordination de parcours de nos patients. Ça peut être aussi de faire des points annuels en présentiel, hein, le fait de se voir, de se déplacer, nous d'aller à l'hôpital ou dans d'autres fins fonds de nos départements, c'est très apprécié par les équipes plutôt que de faire des visios. Enfin, c'est ce qu'on a ressenti.
Et puis nos questionnements, c'est que les partenariats, c'est souvent dépendant de la personne référente. Donc quand la personne elle part, qu'on n'a plus le numéro de téléphone en direct, il faut tout reconstruire. Il y a souvent beaucoup de turnover dans les structurations un peu naissantes, par exemple comme les dispositifs d'appui à la coordination. Donc c'est pareil, il faut au moins une fois par an, aller à leur rencontre, leur expliquer qui on est, ce que l'on fait, etc. Le principe, on a abordé aussi le principe de subsidiarité, c'est-à-dire que ça fait référence à la notion de doublon entre équipes qui pourraient avoir des missions analogues. Mais en tout cas, ce qui a été abordé, c'est de travailler en bonne intelligence et en complémentarité. Ce que du coup les réseaux font déjà et les centres inversement depuis des années. Voilà à peu près sur la deuxième partie de l'atelier. Puis on a fini sur la présentation du site internet Cap Neuro qui permet de référencer les partenariats potentiels, les fiches missions, les ressources qui sont disponibles sur l'Île-de-France, mais qui peuvent être consultées par toute personne intéressée par le neurohandicap, parce que c'est une base de données qui est très très actualisée et qui donne énormément de ressources et de définitions, de structures, de choses comme ça qui peuvent servir à d'autres coordinatrices des centres, notamment quand ils ne disposent pas de réseau de santé affilié au centre. Voilà, merci de votre attention. Merci. Bonjour à tous, je m'appelle Adèle Esther, je suis neurologue au Centre SLA de Paris. J'ai co-animé cet atelier avec le docteur Marie Mongin, qui est neurologue à l'hôpital Avicenne à Bobigny, qui est spécialisé dans la prise en charge plutôt de la maladie de Parkinson, mais qui a une grosse culture des injections de toxines botuliques dans les glandes salivaires, et donc à qui on adresse beaucoup de nos patients SLA. Je reviens rapidement sur la salive, qui est un liquide biologique qui est sécrété par 3 glandes principales qui sont la parotide, la sous-mandibulaire et la sublinguale. C'est un liquide qui est composé principalement d'eau et d'électrolytes, mais également de protéines et d'enzymes, sachant que c'est une innervation qui est principalement médiée par le système parasympathique qui produit l'eau et les électrolytes, et donc la salive abondante et fluide, ce qui explique pourquoi c'est les anticholinergiques qu'on utilise comme traitement de première intention. On produit à peu près 1 litre à 1,5 litre de salive par jour et on fait 3000 déglutitions salivaires par jour. Et donc chez les patients SLA, il y a une hypersalivation qui est un symptôme présent chez à peu près 30 à 50% des patients, extrêmement invalidant et qui est lié en fait au déficit ou à la spasticité des muscles faciaux oropharyngés et donc avec une incapacité à déglutir correctement secondaire. J'avais envoyé un questionnaire aux neurologues des centres SLA pour connaître un peu les pratiques, pour savoir quels traitements étaient utilisés. Donc les traitements les plus utilisés, c'est l'atropine et la scopolamine sous forme de patch principalement. Le Laroxyl est un peu moins utilisé en sondant un peu hier dans l'assemblée, c'est surtout a priori parce que on a l'impression que c'est un traitement qui est un peu moins efficace que les autres. Et pour ce qui est des autres techniques, notamment la toxine botulique, donc on va y revenir, ça reste assez utilisé, mais avec quelques précautions à prendre. Et la radiothérapie est beaucoup moins utilisée, probablement parce que on manque encore de procédures standardisées. Il y a peut-être aussi une crainte des effets secondaires. Justement sur la tolérance, l'efficacité et la tolérance de ces traitements, donc ça c'est pareil, c'est toujours la question qui avait été posée au centre. L'atropine, le scopoderme, la scopolamine sont des traitements qui semblent plutôt efficaces. Le Laroxyl, comme vous voyez, l'efficacité est plutôt diminuée. C'est des traitements qui sont bien tolérés, les traitements médicamenteux, l'atropine, le scopoderme sont plutôt bien tolérés. C'est un peu plus douteux sur la toxine et la radiothérapie.
Donc, en première ligne, ce qui est proposé dans la littérature et en pratique dans les centres, c'est les traitements anticholinergiques qui sont tous hors AMM, qui peut poser un problème de remboursement pour les patients. Il y a également des problèmes de disponibilité de stock en pharmacie qui sont présents sur tout le territoire. Les antidépresseurs tricycliques, donc, comme je vous le disais, sont probablement un peu moins utilisés parce que par manque d'efficacité, c'est plutôt le Laroxyl, a priori, qui est utilisé dans certains centres, et on le choisit parfois si on veut avoir une efficacité sur un autre symptôme comme l'hyperémotivité du syndrome pseudobulbaire. Le traitement qui est le plus utilisé de loin en première intention, c'est l'atropine, qui existe donc en France en collyre, qu'on utilise par voie sublinguale. On a précisé quand même que pour les patients bulbaires qui ne pouvaient pas avoir ce mode d'administration, on pouvait aussi l'utiliser par la sonde de gastrostomie. Les doses sont très variables selon les centres. En pratique, il y a des centres qui commencent avec des très faibles doses, d'autres qui d'emblée commencent avec des doses plus fortes. Ça va en gros de 3 à 15 gouttes par jour à peu près. Le scopoderme est souvent utilisé également en deuxième intention, avec donc un problème de disponibilité souvent, et aussi un problème d'effet secondaire qui, en fait, c'est un traitement qui a tendance à épaissir les sécrétions salivaires qui peut poser souci. On a parlé un petit peu plus de la scopolamine par voie injectable, que ce soit par voie IV ou plus facilement sous-cutanée. Il est connu que le scoburène, donc le butylbromure de scopolamine, a une meilleure tolérance neurologique, entraîne moins de somnolence, moins de confusion que le bromidrate de scopolamine. On s'est posé la question d'utiliser ces traitements par voie orale ou dans la gastrostomie. A priori, tout traitement injectable peut se prendre par la bouche. Ça n'a pas encore été fait dans les centres, mais c'est une question qu'on s'est posée. En ce qui concerne les autres molécules rapportées dans la littérature, donc il y en a certaines que je ne mentionne pas ici puisqu'elles ne sont pas disponibles en France. En revanche, il y en a d'autres qu'on trouve en France mais qui ont d'autres indications, et donc on s'est posé la question de est-ce qu'il faudrait faire des essais en fait avec ces molécules, notamment le glycopyrrolate qui en France existe pour 2 indications sous forme de Cialannar, qui est pour traiter un médicament qui est fait pour traiter l'hypersialorée mais uniquement dans la population pédiatrique. Un autre traitement qui s'appelle le Cibri, qui est un traitement utilisé dans la BPCO. Personne n'avait d'expérience de ces traitements-là. Un autre qu'on peut mentionner, c'est l'oxybutynyl qu'on utilise pour les troubles urinaires habituellement. Personne non plus n'avait d'expérience de l'utiliser dans le cadre de l'hypersalivation chez nos patients SLA. Et on peut enfin mentionner l'ipratropium bromide, qui en France est connu sous le nom d'Atrovan, qu'on utilise plutôt chez les patients asthmatiques ou BPCO. Je crois qu'il y avait, c'est Steve Genesté qui avait une expérience, une fois il avait tenté ce traitement chez un patient, avec un effet qui avait été dit un peu. Voilà. Enfin, quand les traitements anticholinergiques médicamenteux ne fonctionnent pas, on peut se poser la question d'intensifier le traitement par deux solutions, soit les injections de tocilline botulique dans les glandes salivaires. Donc le docteur Mangin nous a fait une présentation spécifiquement sur cette technique, où il y a pas mal de données dans la littérature, beaucoup plus chez les patients parkinsoniens, mais on en trouve quand même chez les patients SLA. Les schémas d'injection, c'est dans les parotides, les sous-maxillaires. Parfois, donc, ce qui ressortait hier, c'est qu'ils commencent souvent par des injections seulement dans les parotides, et puis après les sous-maxillaires. Le risque, c'est... alors dans la littérature, il y a une bonne efficacité qui est rapportée, il y a quand même très peu d'études contrôlées, il faut le préciser. Ces injections, elles ont un effet limité dans le temps, donc en moyenne, il faut les refaire tous les 3 mois. Et dans les effets secondaires, donc, il y a la sécheresse buccale, l'épaississement surtout salivaire, mais surtout, on a noté des aggravations chez les patients qui présentaient des troubles de la déglutition, avec une aggravation en fait qui survient quelques jours après l'injection sur la déglutition. C'est très peu rapporté dans la littérature, mais en pratique, dans l'assemblée hier, on a l'impression que c'était un effet secondaire quand même dont la majorité avait déjà fait l'expérience. L'autre technique, c'est la radiothérapie des glandes salivaires, parotides et sous-maxillaires. Alors, ça, en effet, c'est un problème parce qu'il y a dans la littérature énormément de procédures différentes pour faire ces séances de radiothérapie. La dose n'est pas la même, ça va de 3 à 48 degrés. Le nombre d'irradiations, enfin le nombre de séances nécessaires pour avoir la dose voulue n'est pas le même non plus. Il y a des patients chez qui c'est une séance en one shot, d'autres patients qui ont besoin de 4 séances. Dans la littérature, pareil, mais sans vraiment de réelles études contrôlées, on a montré une bonne efficacité de ce traitement avec un effet qui est durable dans le temps,
qui va durer, donc généralement les suivis dans les études, ça allait parfois jusqu'à 9 mois avec un effet qui pouvait durer jusqu'à 9 mois. Le problème de cette technique-là, c'est qu'il y a vraiment une xérostomie, surtout un épaississement salivaire qui peut survenir, et lui qui est pareil durable dans le temps. Autant il y a quelques effets, notamment des douleurs, aussi des radiations qui peuvent être vraiment très transitoires au moment de la radiothérapie, autant l'effet secondaire à type d'épaississement salivaire peut vraiment durer longtemps. Donc la question, c'est quelle méthode on va choisir. Est-ce qu'on peut proposer ces méthodes? Est-ce qu'on considère qu'elles sont suffisamment sûres ou pas? On se disait que peut-être pour les injections de toxines botuliques, il faudrait privilégier ça pour les patients qui ont déjà des gastrostomies. On ne prend pas le risque de les aggraver sur la déglutition si ils sont alimentés uniquement dans la sonde. Il peut y avoir l'effet secondaire de l'épaississement salivaire, mais l'avantage de ces injections, c'est que l'effet est quand même beaucoup moins durable dans le temps que la radiothérapie. Au contraire, la radiothérapie pourrait être proposée plutôt chez les patients qui ont des troubles de la déglutition dont on craint de les aggraver sur ce plan-là. On a clairement besoin de plus de données pour savoir quelle est vraiment la procédure d'irradiation à appliquer chez nos patients. Et voilà, je vais m'arrêter là. Je vais juste faire un tout petit peu de pub parce qu'il est probable qu'on est en train de commencer une étude avec Gaël Brunto à monter une étude clinique qui va justement essayer d'évaluer l'efficacité de l'atropine avec une nouvelle galénique qui a été développée par la PHP qui est sous forme d'hydrogel en fait muco-adhésif. Et on essaye de monter une étude pour voir l'efficacité de l'atropine contre placebo chez les patients SLA, peut-être dans d'autres indications, notamment parkinsoniens. On reviendra vers vous si vous êtes intéressés pour participer. Voilà. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Du coup, je suis Élodie Lemercier, donc je suis psychologue au centre SLA de Caen. Et moi, je suis Nadia, je suis l'infirmière de coordination du centre SLA de Caen. Et Célia, qui était avec nous hier, a dû repartir avant la fin. Voilà. Du coup, pour cet atelier, on a décidé de présenter un petit peu finalement qu'est-ce qu'un aidant, pourquoi on doit l'accompagner, pourquoi il est important de l'accompagner, parce que finalement c'est lui qui permet le maintien à domicile du patient et qui devient expert aussi dans la prise en charge des patients SLA. Donc on a parlé de ça, on a parlé aussi un peu de littérature, un peu de théorie aussi sur les besoins spécifiques des aidants dans la SLA et comment on peut les accompagner, quelques études notamment sur des groupes de parole, des groupes à visée thérapeutique par des psychologues. Et ensuite, Nadia du coup a présenté son travail J'ai eu l'occasion de faire un DU du soin à la coordination médico-sociale dans les maladies rares neuroévolutives et du coup j'avais choisi de traiter en mémoire sous forme de poster comment favoriser la place de l'aidant quand un patient est hospitalisé en neurologie. Voilà. Et ensuite on a essayé de faire un listing plus ou moins exhaustif des dispositifs qui étaient présents sur le territoire français pour justement l'accompagnement des aidants et ce qu'on appelle du coup les répits aussi des aidants. C'était à peu près ça. Et du coup, voilà un petit peu ce dont on a discuté à la fin finalement, c'est que cette définition du répit dans le dictionnaire, quand on tape le mot répit, c'est l'arrêt d'une chose pénible, un temps pendant lequel on cesse d'être menacé ou accablé par elle, ce qui va renforcer finalement cette culpabilité de l'aidant à demander du répit, parce que du coup son proche devient quelque chose de pénible qu'il doit vivre au quotidien, quelque chose qui le menace, qui l'accable. Les experts de l'HAS, avec des groupes de travail, sur le répit des aidants, souligne que ce terme justement peut être perçu négativement et peut-être qu'il faudrait le remplacer plutôt par un terme de relais. On a pu voir au cours de cet atelier qu'il y a vraiment des disparités dans les accompagnements, dans les dispositifs et dans leur fonctionnement même. C'est-à-dire qu'on a des DAC qui vont fonctionner d'une certaine façon, MDPH, en fonction du territoire, ça va être différent également. Donc voilà, comment on peut travailler vers une homogénéisation des pratiques. Alors on va peut-être pas, enfin voilà, c'est peut-être pas à notre niveau, mais c'est un peu utopique de penser qu'on va pouvoir tout homogénéiser, mais au moins tendre vers cette homogénéisation.
Et finalement, on s'est dit peut-être qu'il faut revenir aussi à la base, parce que dans les études qu'on a pu voir, c'est beaucoup d'études européennes, mais j'ai quasiment aucune étude française récente, en tout cas, sur cet accompagnement de l'aidant. Et pourquoi pas, finalement, travailler sur ça auprès de nos aidants et les interroger sur leur vécu de l'accompagnement, leur expérience de l'accompagnement de leurs proches, mais aussi du vécu de leur propre accompagnement, de leur propre prise en charge en tant qu'aidant d'un patient atteint d'une ESLA, et de les interroger sur leurs besoins qui sont, on le sait, variables, complexes et qui vont changer au cours de l'évolution de la maladie. On n'a pas eu le temps de l'aborder, mais en effet, qu'en est-il de la prise en charge des équipes médicales, paramédicales et des équipes du domicile qui interviennent auprès de ces malades qui auraient également certainement besoin d'un accompagnement. On parlait dans l'atelier des psychologues en effet de l'analyse de pratique. Voilà, comment on peut aussi travailler sur ce genre de choses. Et pour terminer, peut-être le sujet d'un prochain atelier pour l'année prochaine, comment on peut aussi travailler autour de la question de l'accompagnement du patient, des proches, dans le cadre d'une aide médicale à mourir. On sait qu'il va y avoir de nouveaux enjeux et je pense qu'il y a des nouvelles adaptations à mettre en place. Je vous remercie. Bonjour à toutes et tous. Du coup, on a fait un atelier exosquelette. On est parti du constat qu'il y avait toute une vague de dispositifs nouveaux qui se réclamaient du terme exosquelette, qui arrivaient, qu'on connaissait mal. Les patients, ils voient des publicités ou alors ils achètent un dispositif en espérant que ça va les aider. Et en fait, on a voulu faire un tour d'horizon de tout ça et sélectionner certains dispositifs qui semblaient avoir un potentiel pour nous, pour nos patients, et voir un petit peu qu'est-ce que ça pouvait donner. Voilà. Donc le but, c'était surtout de répondre à leurs questions, parce que c'est vrai que les patients nous en parlent de plus en plus et on ne sait pas forcément toujours quoi leur répondre. Et on s'est dit que du coup, travailler sur ça, ça pourrait leur apporter vraiment des réponses concrètes et vraiment pouvoir les aider à répondre à leurs attentes. Donc là, on va vous montrer 6 ou 7 dispositifs qui nous semblent dignes d'intérêt, et on va les classer un peu par de quelle famille ils viennent, en fait. Parce qu'une fois qu'on comprend d'où ça vient, on comprend un petit peu pourquoi, quels sont les matériaux utilisés, pourquoi ce prix-là, quelles sont les intentions et quelles sont les indications. Hein, donc on va essayer à chaque fois de voir d'où ils viennent. Okay, et le premier qu'on peut mentionner, c'est la suite logique du vélo à assistance électrique. C'est-à-dire que les gens qui faisaient du vélo à assistance électrique se sont dit, ben tiens, si on faisait de la randonnée à assistance électrique, du trail, montée d'escalier, marche, etc., ou même jogging, mais on va garder ce principe d'assistance électrique pour le déplacement. Et en fait, donc ça aboutit à un dispositif extrêmement récent là, qui s'appelle l'Hypershell, et il y a des indices qui nous font penser, enfin Decathlon a commencé à communiquer sur le fait qu'ils allaient sortir un dispositif presque identique cet été. En fait, donc on va pouvoir aller en magasin Decathlon et avoir un dispositif d'assistance électrique à la randonnée. Okay, et en gros, les prix, ça va en gros de 900 à 1800 €. On voit qu'il y a des articulations. Alors, oui, il y a un laser. Je crois pas. Le petit bouton rouge. Ah, est-ce que je tire vers moi ou Bon, peu importe. Il y a des articulations au niveau de la hanche, ici, dans l'axe des hanches, qui vont assister la flexion-extension de hanche avec voilà, un système intelligent derrière qui fait de la flexion quand il faut faire de la flexion. Avec un système intelligent donc qui fait de la flexion quand il faut faire de la flexion et de l'extension quand il faut faire de l'extension. Okay, donc ça c'est le premier type de dispositif et on va voir qu'on en a d'autres. Ah, c'est à nous de... Ah oui, c'est à nous. Non. Le laser l'a fait bugger. Ah, voilà. Donc, deuxième type de dispositif, c'est la suite logique du grand appareillage du membre inférieur. Et il y a des grosses boîtes d'appareillage, là c'est Autoboc en l'occurrence, qui ont sorti une nouvelle génération d'orthèses,
qui vont permettre vraiment de contrôler le mouvement. Alors, comme c'est du grand appareillage, on est vraiment dans le contrôle, c'est du sur-mesure, c'est en carbone, ça va être très enveloppant, et ça ne va pas permettre d'aller dans tous les sens. Hein. Mais ça va aussi être beaucoup plus tolérant sur des déficits multiples. Autant le dispositif précédent s'adressait à des personnes saines, autant là, on est vraiment sur des gens qui ont des difficultés. Et typiquement, l'indication, c'est un testing à 0 pour la cheville, ça passe très bien. Un testing de verrouillage du genou à 2/5 à peu près. Et c'est le verrouillage du genou qui est contrôlé en permanence par l'orthèse en phase d'appui comme en phase portante. Et en gros, un ballon actif de la hanche, c'est-à-dire un patient qui est capable de faire quelque chose comme ça. Parce que c'est ça qui va être la force motrice de la marche. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'assistance électrique, il n'y a pas de moteur électrique, c'est uniquement du contrôle hydraulique. Et l'apport en énergie, ça va être le patient qui le donne avec ce ballon de la hanche. Ce qui fait du coup que ça ne marche pas très bien pour la montée d'escalier, par exemple. Parce que là, il faut apporter énormément d'énergie, et ça doit être le patient qui le fait. Le prix est assez étonnant, hein, c'est 55 000 €, pris en charge par la Sécu, depuis janvier. Par jambe. 55 000 € par jambe, attention. Donc on a des patients, il peut y avoir des patients qui sont à 110 000 €, et il faut aussi un mois en centre de rééducation. Donc ça veut dire que la Sécu va sortir dans les 200 000 € hein, si on veut équiper quelqu'un avec ses deux jambes. Voilà. Ce qui fait que quelque part, on ne va pas le mettre sur nos patients très évolutifs. Hein. Je pense que pour nous, ça s'adresse aux patients stables. Hein. Mais vraiment, allez-y, regardez sur Internet les vidéos avec des patients, c'est époustouflant. Hein. Vraiment, ils retrouvent une marche normale. Ensuite, on va retenter. Non, on n'y arrive vraiment pas avant ça. Bah, on appuie dessus. Oui, j'ai essayé. Oui. Ah oui, je fais. Tu feras le dessus. Ouais. Oui, alors celui-là, effectivement, on a pu les essayer. Donc ça, là, on vient du monde du travail, en fait. C'est la suite logique, c'est plutôt le prolongement du matériel de chantier, des systèmes de protection, des baudriers, des harnais, des choses comme ça, avec une intention derrière qui est la réduction des TMS, c'est-à-dire permettre d'avoir une activité ou facilitée, avec moins d'efforts et avec moins de contraintes mécaniques. Et c'est centré sur la manutention. Et il y a en particulier deux exosquelettes qui ont retenu notre attention, le APO front et le APO back et CS. En gros, le APO front, il va y avoir des tiges qui suspendent les bras et qui les mettent comme ça devant vous. Tous les mouvements sont possibles, on peut monter, descendre, plier les coudes, écarter les bras, mais on a une force vers le haut qui s'inscrit au niveau du bras et de l'avant-bras et qui va permettre de garder les bras en apesanteur, hein, tout simplement. Leur cible, c'est les chirurgiens, les caissières, tous les gens qui sont devant une sorte de plan de travail et qui vont devoir porter leurs bras pendant des heures. On sent bien qu'il va y avoir quand même un intérêt à ça pour nos patients, surtout pour les atteintes scapulaires. Hein. Deuxième exosquelette qu'ils font, le APO back ou le APO CS, c'est ces deux variantes du même. Et en gros, ça c'est pour les patients, c'est pour les gens qui travaillent, pour les travailleurs, qui vont se pencher au sol et se relever. Donc on fait ça, on met en tension un élastique, un ressort, on se relève, et du coup, on n'a pas à relever tout le poids du corps quand on se relève, quand on fait de la flexion de hanche. Donc on va tendre le ressort en faisant la flexion de hanche, et on va le détendre en se redressant. Et là, nous, on voit quand même quelque chose qui pourrait intéresser nos camptocormes, hein, nos patients camptocormes, parce que c'est bien fait, ça peut être porté pendant des heures, et ça fait de l'extension de hanche. Et si on commence à faire de la flexion de hanche, on est retenu en flexion, et on est aidé en extension. Hein, donc il y a quand même un potentiel très intéressant pour nos patients camptocormes. Des prix entre 2 500 et 4 000 € qui restent abordables. Moi j'aurais tendance à vous dire, ce serait bien d'être un petit peu à l'affût. Si par exemple on a un patient camptocorme qui travaille encore, qui est dans un milieu de travail,
ça pourrait vraiment être intéressant et il pourrait y avoir des modes de remboursement. Parce que là, pour l'instant, c'est à la charge du patient, hein, mais s'il travaille toujours, il y a peut-être quelque chose à faire. Voilà. Donc, il faut retenir ça. Maintenant, du coup, on va passer aux exosquelettes de chez Wondercraft. Donc, il en existe 2. Il y a, dans un premier temps, l'Atalante, qui est vraiment un exosquelette de rééducation, qui est exclusivement en centre de rééducation. Il est suspendu par des rails, forcément, donc du coup, ce sera vraiment en structure. Et il y a un deuxième exosquelette qui s'appelle Eve et qui est qui sera potentiellement disponible en début 2026. Et lui sera du coup pour le domicile des patients, avec une sécurité quand même de quelqu'un derrière. En ce qui concerne les prix, on est entre 60 et 100 000 euros. Voilà, je crois que j'ai tout dit. C'est vrai qu'à l'heure actuelle, c'est vraiment pour redonner des sensations de marche à nos patients. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... Ces choses-là, voilà, ces exosquelettes-là n'existent pas en vie quotidienne. Ce n'est pas encore pour utiliser dans la maison. Hein. Peut-être dans le futur, mais actuellement, ce n'est pas pour utiliser à la maison. Pour le F, c'est leur projet de l'utiliser à la maison. Et d'ailleurs, il se dirige avec un joystick comme sur les fauteuils roulants électriques. Et là, du coup, c'est la fameuse diapo qu'il faut relancer. Et ensuite, il y a l'Auxilio. F5. L'Auxilio, qui est du coup un nouveau dispositif qui est en phase de pré-commercialisation, qui sera aussi disponible début 2026, mais les essais ont déjà commencé. Et donc c'est un mélange entre un fauteuil roulant manuel et un exosquelette. Il permet la verticalisation. Si on le met en position de sécurité, c'est vraiment comme un fauteuil roulant manuel avec possibilité de pousser le patient. Et si on active l'option exosquelette, ça peut permettre au patient de se lever et de se verticaliser, de marcher. En ce qui concerne le prix, on est donc à 4 900 €. Puis ensuite, chaque mois, ça fonctionne en location. Chaque mois, 490 €. Voilà. Et par contre, pour l'Auxilio, c'est nécessaire d'avoir un bon maintien du tronc, de ne pas avoir de... Voilà. Et on peut un petit peu réguler l'assistance avec des ressorts en fonction des besoins du patient. Voilà, donc c'est plutôt pour les formes para, ou même avec des atteintes des membres supérieurs, mais pas trop d'atteinte axiale. Oui. Et ça permet de très facilement passer de la position assise à la position debout, faire quelques pas, se rasseoir. Et du coup, voilà, l'accès à la position debout est vraiment extrêmement facilité pour ces patients. Ce qui fait qu'ils vont y passer beaucoup plus de temps. Et il est complètement sécurisé aussi, parce que si les genoux se dérobent, le patient se retrouve tout simplement assis dans son fauteuil et c'est pas plus compliqué que ça. Voilà. Merci. Et il y a une dernière transparence. Et du coup, en conclusion, je pense que ce qui serait intéressant, c'est que on risque d'être exposé à ces sollicitations de patients, etc. Peut-être qu'on peut voir aussi des indications d'exosquelette sur l'année, et ce serait bien de les documenter, parce que là, on est au tout début, on ne connaît pas bien nos indications, on ne sait pas bien ce qu'il faut proposer, conseiller. Donc si on peut les documenter et ensuite refaire un atelier l'an prochain, mais avec cette fois des retours d'expérience, je pense que ce serait vraiment intéressant, parce qu'on a besoin de mieux comprendre qu'est-ce qu'on doit donner à qui, en fait. Voilà. Bonjour à tous, je suis Marjolaine Jean, je suis médecin pneumologue au centre SLA du CHU de Dijon et je vais vous présenter le résultat des discussions que nous avons eues en atelier interdisciplinaire consacré aux modalités de la mise en route de la ventilation non invasive au domicile chez les patients SLA. La prise en charge en ambulatoire, c'est quelque chose que l'on fait déjà chez les patients insuffisants respiratoires chroniques, d'autres causes comme l'obésité ou la BPCO, mais qui est relativement nouvelle pour les patients neuromusculaires. Cette prise en charge en ambulatoire, elle répond à un certain nombre de contraintes qui pèsent sur nos structures hospitalières, et c'est finalement le même virage ambulatoire qu'a pris d'autres spécialités et notamment nos collègues de chirurgie.
Cette prise en charge ambulatoire, elle permet de répondre au manque de lits disponibles à l'hôpital et de contrecarrer le retard pris à la prise en charge pour ces patients. Elle permet également d'éviter les risques qui sont associés à toute hospitalisation, notamment le risque d'infection nosocomiale. Elle répond aux préférences exprimées par les patients et puis elle pourrait représenter une économie pour le système de santé. Elle permet également de lutter contre les inégalités géographiques d'accès aux soins avec un certain nombre de patients qui sont très éloignés des équipes spécialisées. Et puis plus particulièrement pour les patients SLA, elle pourrait répondre à leurs inquiétudes quant aux déplacements qui sont souvent très inconfortables et aux hospitalisations qui sont souvent très anxiogènes avec des questions pratiques sur comment vont être prises en charge les mobilisations, les soins, est-ce que l'aidant peut les accompagner et ainsi de suite. Je vous ai résumé sur cette diapositive l'ensemble des études qui a été publiées dans ce domaine et ce sont tous des essais de non-infériorité qui vont comparer une modalité ambulatoire, soit hôpital de jour, soit véritablement domicile, à une mise en place de la ventilation non invasive en hospitalisation. Globalement, ces études démontrent que à 1 mois jusqu'à 12 mois, l'observance est la même. Et la PCO2 est corrigée de la même façon. Il y aura un petit bénéfice de qualité de vie à la mise en place en ambulatoire et une petite économie de soins, puisqu'en fait, il faut tenir compte que le déplacement des équipes et le temps passé au domicile coûtent relativement cher. La problématique de ces études, c'est qu'elles sont extrêmement sélectionnées et vous voyez que le nombre de patients SLA qui répondent aux critères d'inclusion, c'est relativement faible. La plus grosse étude étant celle de Volpato en Italie, publiée en 2022, où on a une 60aine de patients qui sont inclus. Et puis, elle présente des méthodologies très différentes, notamment pour la titration. Certaines études utilisent les gaz du sang, d'autres l'oxymétrie nocturne, d'autres encore les données issues du respirateur, avec une différence importante sur les modalités de titration qui gênent la généralisation. L'étude la plus importante dont on dispose, c'est celle qui a été publiée par les collègues de Bordeaux avec Thomas Régineau en 2023. Il était venu nous présenter ses travaux l'année dernière en session plénière. C'est un travail rétrospectif qui réunit les données de 200 patients environ qui ont été pris en charge au domicile et au bout d'1 mois, l'observance est identique ainsi que la PCO2. J'attire juste votre attention sur le fait que dans cette étude, approximativement 30% des patients au bout d'1 mois n'utilisent pas la ventilation non invasive 4 heures par nuit et que les paramètres de la ventilation non invasive, malgré une phase de titration qui est très cadrée avec des passages réguliers des paramédicaux au domicile et l'utilisation d'un télésuivi des données de la ventilation non invasive, à la fin, après 1 mois, les paramètres sont plus faibles que dans le groupe titré en hospitalisation et plus faibles que globalement les paramètres qui sont utilisés chez les patients SLA dans des cohortes nationales et internationales avec une IPAP à 11 cm d'eau et une PAP à 6 cm d'eau. L'autre problématique de ces études, je vous l'ai dit, c'est la sélection de la population avec des patients qui sont très sélectionnés sur 3 sortes de critères. La première chose, c'est des choses de sécurité, de mise en place de la ventilation non invasive très classique, donc sur le risque de pneumothorax, le risque de décompensation hémodynamique. La deuxième chose, c'est des critères qui sont plus spécifiques à la maladie neurologique, comme les troubles cognitifs ou l'atteinte bulbaire. Et puis la troisième chose, c'est les difficultés d'accès du domicile des patients pour les équipes paramédicales et éventuellement des contraintes techniques liées au télésuivi. Donc on a fait la synthèse de cette littérature. Donc en atelier, on a fait à la fois la synthèse de cette littérature scientifique et puis on a bénéficié de l'expérience de 3 équipes qui font régulièrement de la mise en place de ventilation non invasive en ambulatoire pour les patients SLA, notamment les collègues de Bordeaux, ceux d'Angers et ceux de Lausanne qui l'ont mise en place très récemment. Donc on a choisi de proposer la mise en place au domicile aux patients bien évidemment majeurs, à l'état stable avec une PCO2 inférieure à 55 ou 60 mm de mercure
Et il nous paraît important de vérifier pour les patients qui ont un déficit sévère des membres supérieurs qu'il y a bien un aidant présent au domicile la nuit et un système d'alerte. On a choisi d'être volontairement très succinct pour ce qui est des contre-indications cardiaques et on a limité aux insuffisants cardiaques sévères qui ont une forme instable ou symptomatique de leur insuffisance cardiaque. On a autorisé la mise en place d'un respirateur de niveau 1, 2 ou 3 selon les habitudes de l'équipe, du moment que l'utilisation était uniquement nocturne à l'initiation de la ventilation non invasive. Il faut bien évidemment que le patient et son aidant aient consenti à une mise en place à domicile et qu'on ait vérifié auparavant que la télésurveillance de la ventilation non invasive serait faisable techniquement et que le patient ait signé le consentement adéquat. Pour ce qui est des critères d'exclusion, la mise en place de la ventilation à domicile, elle ne paraît pas adaptée chez les patients qui sont déjà en échec de PPC ou de VNI, qui ont des troubles psychocomportementaux importants, qui ont une atteinte bulbaire sévère qui se traduit par un encombrement pharyngé ou bronchique ou une hypersialorrhée qui nécessite une prise en charge spécialisée préalable à la ventilation non invasive. On a gardé un critère de sécurité sur le risque de pneumothorax, c'est-à-dire que les patients qui ont des antécédents de pneumothorax ou un pneumothorax récent ne peuvent pas être mis en place au domicile. On a exclu également les patients institutionnalisés et bien évidemment, cette discussion ne concernait pas les patients qui nécessitent une ventilation mécanique sur trachéotomie. La mise en place au domicile, l'objectif c'est qu'elle soit mise en place par une IDE dans le cadre d'un protocole de coopération, par un kinésithérapeute ou par une IPA. Et il nous paraît important, étant donné la complexité des patients SLA, que ce personnel ait une expertise à la fois en ventilation non invasive et dans la prise en charge de la SLA et qu'il ait suivi une formation spécialisée validante associée à une formation pratique dans le service prescripteur. Vous avez ici un schéma récapitulatif de l'ensemble des étapes qui nous paraissent nécessaires pour la mise en place en sécurité au domicile de la ventilation non invasive. Alors l'objectif ici n'est pas de vous les détailler, juste de signaler que le premier objectif, il est à J7 pour que la ventilation soit bien supportée et bien utilisée, au moins 4 heures par nuit, et qu'au premier mois, il faut que la ventilation soit efficace selon les critères usuels, avec un passage au domicile du paramédical vers J3, après la première semaine et après le premier mois, une consultation médicale bien évidemment avant la mise en place et après 1 mois pour le retour d'expérience. Voilà, merci beaucoup pour votre attention.